Voilà, je vous propose que nous abordions le dernier rendez-vous de cette première journée du Forum économique breton avec une plénière à nouveau assez exceptionnelle puisque nous avons le plaisir d'accueillir sur ce plateau Julien Carmona, le président depuis quelques mois maintenant du Crédit Mutuel Arkea. Je vais vous demander de l'applaudir, il va me rejoindre sur ce plateau. Voilà, bonjour Julien Carmona. Je le disais en vous accueillant, vous êtes le président du groupe Crédit Mutuel Arkea depuis quelques semaines, depuis même quelques mois, le 4 juin je crois précisément. J'ai envie de vous demander, avant qu'on rentre dans le vif du sujet, de la stratégie de votre groupe, j'ai beaucoup de questions à vous poser, de nous dire un petit peu qui vous êtes, parce que je ne suis pas certain que tout le monde vous connaisse bien encore. Et c'est l'occasion au Forum économique breton. Alors bonjour Xavier, bonjour à toutes et à tous. Laissez-moi d'abord vous dire que je suis vraiment ravi d'être parmi vous dans cette nouvelle édition du FEB, où il y a beaucoup de monde et beaucoup d'énergie et beaucoup de sujets très intéressants. Alors qui suis-je ? Donc effectivement, j'ai rejoint le Crédit Mutuel Arkea il y a environ 3 mois comme président, succédant à Jean-Pierre Denis, qui en a été le président pendant 14 ans et avec beaucoup de vision et beaucoup de succès. Il a contribué avec d'autres et avec toutes les équipes à faire de notre groupe ce qu'il est. Et avant de rejoindre ce groupe, moi j'ai eu une expérience variée. Alors je suis d'abord et avant tout un homme d'entreprise. Pendant 17 ans, j'ai occupé des postes de direction dans la finance, la banque et l'assurance. Alors la banque, ça a été BNP Paribas, le groupe BPCE et singulièrement les caisses d'épargne, avant que ça ne devienne BPCE, et chez Score dans l'assurance. Et puis plus récemment dans l'immobilier, où j'étais numéro 2 de Nexity, promotion et services immobiliers. Secteur intéressant, secteur de services, secteurs qui ont la réputation, qui ont eu la réputation d'être relativement faciles, j'allais dire pépères par rapport à d'autres, et qui le sont plus du tout, qui sont confrontés à des défis et des transformations absolument majeur et à toute la question des transitions dont on parle dans ce forum. Ça a été ma carrière d'homme d'entreprise. Mais il y en a une autre avant. Et il y en a une autre. Et il y en a une autre dans avant, la fonction publique. Dans la fonction publique et puis, si j'ose dire, dans la politique. Alors quand on dit dans la politique, souvent on ajoute dans le bon sens du terme, etc. Non, dans la politique tout court. Donc, j'ai eu la chance et l'honneur d'être aux côtés du président Chirac, dont j'ai été le conseiller. Donc je dirais j'ai été poussé à cela par un souci des questions d'intérêt général, du bien commun, mais qui au fond nous rassemble tous ici. Vous avez croisé Jean-Pierre Denis peut-être à ce moment-là. J'y avais déjà croisé Jean-Pierre Denis, c'est un point où nos parcours se sont croisés, et j'en ai tiré effectivement un certain nombre d'enseignements. Alors on dit en France les réformes sont difficiles. Alors oui, sur la difficulté des réformes, ça tient à beaucoup de facteurs, mais l'un de ces facteurs que j'ai vraiment analysé et conservé, c'est, je dirais, les réformes imposées d'en haut, et notamment le centralisme parisien, où des tout petits groupes décident que voilà ce qui est bon pour la France, et on va dire aux Français que c'est comme ci ou comme ça, et en fait, dans la réalité, dans beaucoup de cas, ça ne marche pas. Donc au fond, et je l'avoue, j'ai fait l'ENA, j'étais un petit jacobin il y a une 30aine d'années. Je suis devenu... Rassurez-nous, on s'en soigne, on arrive à... Vous en seriez douté. Je suis devenu girondin, décentralisateur, régionaliste, j'allais dire. Et au fond, le fait de vous retrouver ici et de le faire, mais avec d'autres acteurs régionaux, publics, privés, et à la place qui est la mienne, je trouve que c'est une autre manière de faire les réformes et de faire la croissance d'un territoire. C'est, je dirais, en partant d'en bas et en travaillant tous ensemble. Et puis vous êtes breton aussi. Et oui, un dernier mot, je suis breton. Je suis né à Lannion, Côte d'Armor, une ville magnifique, mais j'ai surtout résidé hors de Bretagne. J'y avais passé toute ma vie professionnelle, je dirais, jusqu'à maintenant. Et au fond, cette chance qu'on m'a donnée de pouvoir rejoindre Arkea, c'est la chance de pouvoir vivre et travailler en Bretagne, et puis faire avec d'autres, avec vous tous, quelque chose pour cette région qu'on aime tant. Alors, si vous étiez dans un groupe japonais, je suis certain que quand vous aurez demandé, ou vous auriez fait d'ailleurs un rapport d'étonnement, vous l'avez peut-être d'ailleurs fait au bout de quelques mois dans vos nouvelles fonctions à la tête du Crédit Mutuel Arkea. Vous avez déjà pris la température du groupe. Il y a peut-être des singularités qui vous ont frappé, des choses que vous souhaitez partager ? Oui, il y a des singularités. Bon, je pense que beaucoup d'entre vous les connaissent. Et en plus, vous avez écouté ce matin Hélène Bernico, notre directrice générale, qui a parlé avec éloquence de notre groupe. Équilibré, oui. Équilibre. Alors moi, je vais utiliser d'autres mots pour compléter. Je vais dire tout simplement en breton,
coopératif et agile. Alors, Arkea, c'est peu de dire que c'est un groupe consubstantiel à la Bretagne. On y est né, on y a grandi et on y a puisé l'essentiel de nos talents. Même si, et heureusement, à partir de cette base, qui n'est pas au sens de base militaire, mais de la base intime de ce que nous sommes, on rayonne sur l'ensemble du territoire national. Mais je dirais qu'on a un rapport intime et charnel avec la Bretagne. Notre siège est à côté de Brest, au Relecq-Kerlon, jolie ville de 12 000 habitants, et avec 3 000 et quelques salariés, collaborateurs et collaboratrices d'Arkea, dans des fonctions de siège, fonctions support, direction de filiales. Donc j'y reviendrai si vous voulez bien, gros contributeur à l'emploi, non seulement dans le Finistère, mais dans toute la Bretagne, ce qui est important. On n'a pas notre siège à Paris, contrairement à la plupart des autres banques, et on va rester ici. Ça vient de plus loin, puisqu'on a été créé en 1911 à Landerneau, sous le nom d'Office central des œuvres mutualistes agricoles. Donc on est né, et ça c'est intéressant, dans ce terreau de la coopération, et notamment de la coopération agricole, qui a été bien illustré par Reden, qui s'appelait avant Triscalia et qui a grandi, dont on a entendu les dirigeants. Et c'est la même histoire, et c'est un peu les mêmes valeurs aussi. Ces valeurs de la coopération qui sont très très fortes dans notre région, ces valeurs du faire ensemble, de l'intelligence collective, du temps long. Beaucoup d'entre nous se sont vraiment retrouvés dans ce qui a été dit par le président et le directeur général de Reden, et Groupama vient en partie de là aussi, de ce terreau extrêmement fertile. Donc le Crédit Mutuel de Bretagne, le CMB, comme on l'appelle, qui est à la fois la mère d'Arkea et son plus beau fleuron, vient vraiment de tout ce mouvement-là du début du XXe siècle. Alors, qu'est-ce que c'est être une banque coopérative aujourd'hui? Je pense que ce n'est pas inintéressant de le rappeler. D'abord, c'est une banque qui appartient à ses clients, qu'on appelle ses sociétaires. Ces clients et sociétaires sont représentés au niveau de la gouvernance par des élus. Il y a ici, j'en ai vu beaucoup, des administrateurs de la Fédération du Crédit Mutuel de Bretagne. Je les salue tous et toutes, et peut-être singulièrement leur président, Patrick Le Provost, mais on est vraiment dans un mouvement où la gouvernance, elle vient d'en bas, et je pense que c'est une très grande force. Ensuite, je ne répète pas le temps long, parce que je pense que c'est essentiel, et c'est comme ça qu'on bâtit les choses. Et venant d'une société cotée en bourse, je mesure le vrai avantage que ça représente, en termes de vision et en termes de pouvoir poser une stratégie. Et puis je dirais, même si c'est une évidence, que notre objectif numéro 1, c'est l'impact local et territorial de tout ce que nous faisons. Alors après ça, coopératif, oui, mais performant financièrement, performant commercialement et qui bouge. C'est ça la notion d'agilité. Je ne vais pas vous saturer de chiffres et vous saturer de tout ce que fait Arkea. Donc 2 fédérations du Crédit Mutuel, comme on les appelle, évidemment la Bretagne, mais aussi le Sud-Ouest, et puis une quarantaine de filiales métiers, de banques et d'assurances, Arkea Banque Entreprise et Institutionnelle, Arkea Capital, on les a entendus tout à l'heure, Suravenir dans l'assurance, Financo dans le crédit à la consommation, tous les métiers de la banque et de l'assurance, sauf les métiers de marché, parce qu'ils sont risqués, ce n'est pas notre ADN, et l'international, parce qu'on a encore plein de choses à faire en France. Auquel s'ajoute quelque chose qui est à la fois un outil et un métier, c'est tout ce qui tourne autour du numérique. C'est peu de dire que la transformation numérique nous touche au premier chef. C'est à la fois un risque et un enjeu, comme beaucoup de choses. Là aussi, on peut parler de transition. Et on a énormément misé depuis longtemps sur l'informatique, sur les compétences numériques. Peut-être un exemple récent, on ne se contente pas de faire notre propre informatique, on la vend. On vend des systèmes bancaires et assurantiels clés en main à des banques et des assureurs de taille moyenne, voire plus importante. Et le repreneur d'HSBC France, vous savez, c'est une banque qui va disparaître sous cette forme, le repreneur, qui s'appelle My Money Group, c'est un fonds d'investissement, a décidé de prendre l'informatique d'Arkea pour être l'informatique quand même de tout HSBC en France. Une informatique made in Brest, et c'est un élément de fierté et aussi de notre stratégie. Donc pardon, je suis trop bavard, je me laisse emporter. Arkea, non, mais c'est une information qui est intéressante parce que c'est la reconnaissance effectivement d'une expertise reconnue sur le marché. Exactement, exactement. Et puis, pour revenir sur cette notion d'agilité, ça a à voir avec la taille. Alors, on n'est pas trop gros, on n'est pas trop petit non plus. Donc, on a 170 milliards d'euros de total de bilan. On est la 7e banque française et la 29e banque européenne. Donc, on n'est pas du tout des Lilliputiens. Mais par rapport aux très grands groupes financiers qui sont ceux auxquels tout le monde pense, on est plus petit, on est plus agile et on a un vrai avantage qui s'appelle la proximité. C'est très important ici en Bretagne, on essaye partout, au fond, d'avoir cette proximité avec le terrain, avec nos clients.
et puis les circuits de décision qui soient pas trop longs finalement. Peut-être 2 chiffres, j'ai dit que je n'allais pas vous saturer. L'un, et je ne parlerai pas finance pour le coup, l'un dont on est peut-être le plus fier, c'est la création d'emplois. Et je pense, on est beaucoup à penser que c'est l'indicateur peut-être le plus robuste de ce qu'est la performance d'une entreprise. Donc au moment où beaucoup de banques, et pour des raisons qui peuvent s'expliquer, réduisent leurs effectifs, la banque en France, vous savez, c'est une diminution de 1% chaque année des effectifs. Dans 100 ans, il n'y a plus personne, si on trace la courbe. Voilà. Dans le cas d'Arkea, on a accru nos effectifs de plus 20% en 5 ans, et ça va continuer. Sur des nouveaux métiers. Sur des métiers existants et sur des nouveaux métiers. Stabiliser dans les métiers existants, y compris la banque de réseau, la banque commerciale, qui a encore toute son importance, et les créer dans des nouveaux métiers. Et le deuxième chiffre, c'est 2 millions de clients. Alors 5 millions de clients en France, 2 millions en Bretagne, 2 millions de clients du CMB. Comme il y a un peu plus de 3 millions d'habitants en Bretagne, c'est les chiffres de l'INSEE, c'est ça. Ça veut dire qu'on est la banque de 2 Bretons sur 3. Alors certains ont d'autres banques à côté, bien sûr. Et notre ambition est simple, c'est d'être la banque préférée des Bretons. Voilà pour l'ambition. Alors vous nous avez dit une banque qui n'est pas la plus grosse, mais qui est agile. On vous a beaucoup entendu, enfin on a surtout beaucoup entendu votre prédécesseur nous parler d'un plan d'indépendance. Évidemment, j'ai envie de vous poser la question, est-ce que vous endossez ce projet? Où en est-il aujourd'hui, ce projet d'indépendance du Crédit Mutuel Arkéa? Alors, j'endosse totalement ce projet avec Hélène Bernicot et avec à la fois les élus et puis les opérationnels, parce que c'est un projet qui a une logique extrêmement simple. C'est vraiment très simple, même si ça a pu être exposé par d'autres de façon compliquée. On a l'impression que c'est un peu en stand-by quand même, quand on regarde les choses d'un peu loin. Je vous réponds en 2 temps. Est-ce que j'endosse ce projet et ensuite, où en est-il, Xavier? Est-ce qu'on l'endosse et pourquoi on l'endosse? On l'endosse parce que c'est la défense d'une entreprise, la défense de son modèle, la défense de ses centres de décision en région, et pas n'importe laquelle en Bretagne, et puis à la fin, la défense des emplois, et c'est probablement ce qu'il y a de plus important. Ça a été défendu par l'ancien président, l'ancien directeur général, et c'est défendu par le nouveau président et la nouvelle directrice générale. Ce qui est une manière de dire que c'était pas une lubie, c'était pas un projet personnel de dirigeant, c'est un projet qui est vraiment porté par tout un groupe et par tout un corps social, parce qu'il a effectivement cette logique. D'abord, Arkéa est un groupe qui est aujourd'hui autonome, je dirais quasiment indépendant. On a tous ces métiers dont je vous ai parlé, on a des vrais centres de décision justement ici, on a notre informatique, on a notre accès au marché, et on est, je vous l'ai dit, la 29e banque de la zone euro, ce qui veut dire que pleinement indépendant, il n'y a pas vraiment de doute à avoir sur, je dirais, ce que nous sommes et notre capacité à nous développer. Ce groupe a tracé son chemin de façon autonome à l'intérieur du Crédit Mutuel, à une époque où le Crédit Mutuel était un groupe décentralisé, à peine un groupe, mais plutôt la conjonction d'une série d'initiatives à la fois coopératives et entrepreneuriales. Et puis les choses ont évolué. Les choses ont évolué à la fois pour des raisons un peu de modification des équilibres à l'intérieur de ce groupe, qui ont poussé à une forme de centralisation, avec un gros qui a voulu, je dirais, un peu centraliser, et puis avec un autre facteur, qui est le droit bancaire européen. On a des superviseurs, et ils poussent, je pense à tort, mais ils poussent pour des banques très grosses, très consolidées, très importantes, alors qu'on a la faiblesse de penser que l'agilité, justement, est véritablement un atout. Donc c'est ça, cette logique-là qui nous a poussé à demander notre autonomie, et ne pouvant l'obtenir, à nous engager dans un projet d'indépendance, effectivement. Où en est-il? Il est effectivement en stand-by, pas de notre fait, mais c'est un projet qui doit être validé par les superviseurs. On est un secteur régulé supervisé, donc c'est la Banque centrale européenne notamment, et qui, du fait de la crise sanitaire, ce qu'on peut entendre dans une certaine mesure, a mis le projet un peu en stand-by. On est en train de le reprendre sur la base du mandat qui est le nôtre, peut-être de le présenter autrement, et puis dans le dialogue, pour peut-être décrisper et apaiser un petit peu, parce qu'il y en a sans doute besoin, après tout ce qui s'est passé, de le redémarrer, et en tout cas d'être... voilà, on défend bec et ongle notre autonomie. J'en profite par rapport à celles et ceux qui, dans cette salle, ont défendu Arkéa. Et il y en a beaucoup, acteurs publics, acteurs privés. Et je vous remercie, on vous remercie très sincèrement. Et c'est pas terminé, hein, c'est ça. C'est un soutien précieux, et c'est pas terminé, exactement. Donc voilà, on est en tout cas serein. Vous donnez pas de motivé. date, d'objectif, mais
Bon espoir que ça reparte, ces négociations. Quand ce sera possible, et peut-être en reposant les choses un petit peu autrement. Un petit peu autrement. Vous parlez à l'instant de crise sanitaire. On évoquait en préambule de cette deuxième édition du forum la conjoncture économique nationale et puis bretonne. Sans rentrer trop dans les détails, vous partagez, j'imagine, ce qui a pu être dit tout au long de cette journée, c'est-à-dire une forme de confiance dans la résilience et dans la solidité des acteurs économiques bretons. Oui, tout à fait. Je n'étais pas là ce matin, malheureusement, au moment du point sur la conjoncture, mais on sent cette reprise qui est à l'œuvre, en tout cas en France. La France est, je crois, sur le point d'être au même niveau en termes de capacité productive que le niveau où on en était juste avant l'éclatement de cette crise sanitaire. Donc c'est dans les statistiques au niveau macro. On nous annonce un plus 6% cette année, un plus 3% l'année prochaine. Donc au niveau des chiffres globaux, tout va bien. Après, je pense qu'on peut vraiment avoir des vraies interrogations sur ce qui va se passer à partir de l'année prochaine, de la moitié de l'année prochaine. On va débrancher les aides publiques et c'est une bonne chose. Maintenant, est-ce que cette reprise aura été un feu de paille à base d'aides publiques ou est-ce qu'elle est un peu plus solide que ça? On peut s'interroger. On a ensuite tout ce qui est les contraintes d'offres et je pense qu'on en a parlé, on les vit tous. Les problèmes de pénurie de main-d'œuvre, les problèmes de chaîne d'approvisionnement qui sont plus compliqués qu'avant. Et ça, c'est quelque chose qui peut casser la reprise et le rebond. Et puis, on a quand même quelque chose, on le sait, même si on n'en parle pas beaucoup, la dette publique de la France, qui est à un niveau, je ne dirais pas insoutenable, mais très élevé, beaucoup plus élevé qu'avant la crise, et qui pèse quand même, qui fait peser une espèce de nuage un peu noir sur cette reprise. Et puis, pour qu'une reprise soit soutenable, je dirais auto-entretenue, il faut qu'elle ne repose pas juste sur la stimulation de la demande, la libération de l'offre, mais sur l'innovation, les gains de productivité, et c'est essentiel à la fois du point de vue de la croissance économique et du point de vue de ces transitions dont on a parlé, dont on va reparler. Pour ce qui est de la Bretagne, puisque oui, la reprise, elle est plus forte en Bretagne qu'ailleurs. On a le taux de chômage le plus bas, un peu au-dessus de 6%. On a un niveau d'emploi qui est aujourd'hui au-dessus de là où il était justement avant la crise. C'est la preuve que l'économie bretonne est à la fois très solide sur ses bases, justement, l'agriculture, l'agroalimentaire. On a vu toute l'importance de pouvoir nourrir les hommes, nourrir les Françaises et les Français, produire ici, mais aussi le BTP, mais aussi des secteurs des transports, toutes sortes de choses. Et puis, c'est une économie qui est diversifiée, qui a fait cette diversification vers les services, qui a fait une diversification vers justement des secteurs innovants, numériques, biotech et ce genre de choses. Et je trouve qu'on a une vraie stratégie de développement économique régional et ce côté collectif qui nous donne un vrai avantage, sans parler de l'attractivité qui est la nôtre, qui est le fait de toute la façade ouest du pays, et je pense singulièrement de notre région, qui est à la fois un peu un risque, comment on va gérer justement cette pression démographique, et puis un énorme avantage, avouons-le. Alors, vous évoquez, à l'appui de votre démonstration, des indicateurs qu'on connaît bien, la croissance du PIB, des indicateurs, j'allais dire, traditionnels. Vous êtes à l'aise aujourd'hui avec ce concept qui est parfois un peu décrié ou re-questionné, la croissance? Croissance infinie dans un monde fini, on dit que c'est plus possible. Qu'est-ce que vous dites, vous, là-dessus? C'est une bonne question, parce que oui, j'assume complètement le mot croissance, pour des raisons sur lesquelles je reviendrai, mais je comprends les gens qui parlent de décroissance. Même si je pense que ce n'est pas la bonne solution. Je les comprends parce que quand on regarde la croissance économique depuis 200 ans, depuis la révolution industrielle, elle est complètement corrélée avec la consommation d'énergie fossile. Donc si on se dit que la croissance, c'est vorace en énergie fossile et que on ne va pas y arriver, c'est ça qui nous met dans la situation actuelle, effectivement, je comprends que des gens honnêtes parlent de décroissance. Je pense néanmoins que ce n'est pas possible. La décroissance, ça veut dire décroissance du niveau de vie, brutale. Alors, décroissance du niveau de vie des autres, on peut la considérer. La sienne, c'est plus compliqué. Décroissance de l'espérance de vie, il y a eu aussi corrélation entre les deux. Et puis, ça a été dit, et je le pense très fortement, on ne va pas s'en sortir sans une véritable révolution en matière de recherche et d'innovation. Et pour payer la recherche et l'innovation, il n'y a que les économies riches et les économies en croissance qui y arrivent. Alors, une croissance qui doit être là, mais qui doit être fabriquée autrement. Fabriqué effectivement avec un modèle énergétique qui soit différent, qui évolue dans le temps. Je dirais aussi croissance plus inclusive, moins génératrice d'inégalités, moins génératrice de risques sociaux et politiques. Et au fond, on est tous un petit peu sur cette voie-là. Il s'agit des pouvoirs publics qui parlent de évolution du rôle des entreprises. La loi Pacte a été quelque chose d'intéressant puisque ça, je dirais, un peu montré
qu'il n'y avait pas opposition entre les entreprises à la recherche du profit. Alors nous, c'est différent. Les coopératives ça fait partie de ce qu'on appelle l'économie sociale et solidaire. Donc ça a toujours été plus pluriel en termes de performance, qu'il n'y avait pas d'un côté le profit et de l'autre côté le bien public, le bien commun. C'est là où on s'est mis à parler de raison d'être. Arkea le fait depuis plus de 2 ans et je pense que c'est une bonne chose. Donc ça a été posé par les pouvoirs publics, c'est une attente de la société, c'est une attente de nos clients, c'est une attente des jeunes embauchés qui aujourd'hui ne vont pas regarder de la même manière une entreprise qui se pose la question du sens et de quel genre de croissance elle veut faire plutôt qu'une entreprise... C'est une question de survie aussi pour l'entreprise, à long terme, de se dire que voilà, il faut... Pour nous tous, de toute façon, c'est une question de survie. Et pour répondre à votre question, chez Arkea, on est en train de travailler, on pourra bientôt présenter quelque chose là-dessus, sur une notion de performance globale, financière et extra-financière. Alors vous allez dire, tout le monde le fait. Alors oui, tout le monde publie des chiffres financiers et à côté un rapport avec des indicateurs qui peuvent être réglementaires ou qui peuvent être ce que chaque entreprise... Vous allez le faire différemment ? On va essayer de tout exprimer en euros. On va essayer de monétiser les émissions carbone qu'on n'aura pas faites, les emplois qu'on aura créés, l'impact sur le territoire, etc. Donc c'est la notion un peu de performance globale et je pense que c'est important. Alors il faut que ça soit simple, que ça soit lisible. On n'est pas les seuls, mais on y travaille. Alors vous parlez de transition. On a évoqué dans une table ronde précédente le rôle joué par le secteur bancaire comme un levier pour accompagner, voire accélérer ces transitions. La première d'entre elles, la transition énergétique, qu'est-ce que vous en dites et comment, très concrètement, vous êtes en capacité d'accompagner des initiatives qui sont de rupture ou qui permettent de réduire le bilan carbone ? Alors les banques sont en capacité d'accompagner parce qu'elles sont vraiment un peu la plaque tournante, une des plaques tournantes de l'économie au travers du système financier. Comme vous le savez, on collecte l'épargne et on la redistribue sous forme de crédit. Donc étant au milieu finalement de tous les secteurs, on a effectivement ce rôle d'orientation de plaque tournante au travers du financement de l'économie qui permet justement de peser. D'abord, on veut le faire, et donc c'est tout l'enjeu de notre plan stratégique qui s'appelle Transition 2024 et qu'on a publié au début de cette année, mais ça ne date pas du début de cette année, ça date vraiment d'une conviction profonde que cette transition écologique et environnementale, on doit tous la faire, et ça a été vraiment très bien dit avant moi, donc je ne m'appesantis pas là-dessus. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais on peut donner des exemples donc, concrets. Comment on fait Comment la faire ? Alors, comment la faire ? Ça veut dire prendre au sérieux le fait que c'est une obligation. Ça veut dire revisiter tous nos produits de crédit, de financement, d'épargne, et puis les autres aussi, en disant on veut faire des produits verts. Donc on arrête de financer très concrètement certains secteurs au profit d'autres. Il y aura effectivement ce qu'on appelle des renoncements. Alors, il y a des secteurs où c'est assez évident qu'il faut arrêter. On a pris un engagement sur la sortie du charbon en 2027. Vous allez me dire, le charbon en France et en Bretagne, il n'y en a pas beaucoup, mais ça passe par exemple par le portefeuille d'investissement qui est sur notre... Pourquoi attendre 2027 ? Ou là-dessus. Parce qu'on est dans des logiques de transition. Les acteurs les plus avancés à part nous disent 2030. Je vous dis juste ça, Xavier. Mais pourquoi attendre 2027 ? Parce qu'on est dans une logique de transition et de progressivité, et que dans certains cas, il y a des entreprises qui font du charbon aujourd'hui, donc il faut les accompagner, qui n'en feront plus avec. Exactement. C'est cette notion d'accompagnement et de transition. Donc, un banquier, oui, on peut dire, si on est caricatural, il peut dire non. Il y avait ceux qui disaient le pouvoir de dire oui, il y a aussi le pouvoir de dire non. Mais si on s'arrête à ça, on ne va pas forcément très loin. Donc nous, on est plutôt dans cette idée, effectivement, d'accompagnement de nos clients. On a vu toute la complexité, justement, de cette transition. Donc on n'est pas là pour donner des bons et des mauvais points, mais on est là pour transformer petit à petit nos produits, pour être dans ces logiques de transition. Alors, le charbon, j'allais dire, c'est presque simple. Il y a un sujet qui arrive derrière et qu'on est en train de traiter, c'est les autres énergies fossiles. Le pétrole et le gaz, aujourd'hui, on vit de ça. C'est dans le mix énergétique français ô combien. Comment on va faire dans les mois qui viennent pour dire, voilà, on ne va plus accompagner toutes les entreprises qui font ça, ou alors à certaines conditions, mais c'est quelque chose qui est à la fois nécessaire et passionnant. C'est pas terminé, là. Vous êtes en période de... On est nous-mêmes en transition, mais ça serait trop beau si c'était terminé. Non, mais le choix que vous faites, vous êtes en train de revisiter l'intégralité des financements et des participations. Exactement. On le fait secteur par secteur, filière par filière, pour arriver à ce qui va être, à l'évidence, un objectif de neutralité carbone qui
sera le nôtre et je pense celui de toutes les entreprises responsables. Après, on a des produits qui sont verts nativement, on a le prêt Pacte, voilà, on en a distribué près de 200 millions l'an dernier et c'est en très forte croissance cette année pour des entreprises ou des collectivités locales. Et c'est un prêt dont le taux d'intérêt varie en fonction de la performance environnementale, mais aussi sociétale, de l'emprunteur. Donc là, il y a un bénéfice direct, justement, à devenir plus vertueux et on le devient plus collectivement. On va avoir la même logique, on l'a déjà avec nos prêts à l'agriculture, avec nos prêts rénovation énergétique, l'achat pour des particuliers, pour un véhicule à faibles émissions, etc. Et puis, il y a l'environnemental qui est capital, mais il y a aussi le sociétal. Et là aussi, je pense que c'est vraiment important de dire, voilà, on a des produits à impact social ou sociétal. Pour en citer un seul, c'est le fonds d'investissement Braise Mabro, qu'Arkea a monté avec la financière d'Orion, qui est basée à Quimper, et qui permet à des particuliers ou des investisseurs de pouvoir financer des entreprises qui ont un impact, je dirais, à 100% sur le territoire. Il en a été question, effectivement, dans un débat précédent. Pour aller plus loin encore, l'institution financière dispose de moyens spécifiques pour structurer toute cette économie, et notamment cette économie locale dont vous parlez, ou régionale, de territoire, cette proximité-là. Comment ça va se passer? Il y a encore moyen d'aller un peu plus loin dans ce domaine? Oui, bien sûr. Alors, il y a toute une palette d'outils et certains ont été présentés. Je vais peut-être en développer un qui est le capital investissement. Parce que Marc Brière en a parlé tout à l'heure. Et ce n'est pas une spécificité d'Arkea, mais la spécificité d'Arkea, c'est de faire autant de capital investissement par rapport à son bilan. Capital investissement, c'est quoi? C'est financer l'innovation et le développement des PME et des ETI. Donc, on a à peu près 1 milliard d'euros de moyens par rapport à 7 milliards de fonds propres. Donc ces 15%, c'est beaucoup par rapport aux autres banques. Et on en investit au moins 30% en Bretagne et après sur d'autres territoires, toujours en France. Donc c'est à la fois les toutes petites entreprises, c'est aussi les entreprises qui ne sont pas forcément les plus glamour, les plus à la mode, celles qui attirent tout l'argent, parce que je pense que c'est important, vous parlez de territoire. Les pitchs de start-up ne suffisent pas, hein, c'est ce que vous nous dites. Exactement. Il faut regarder l'utilité, il faut regarder aussi des boîtes justement qui sont pas dans le radar des autres. Et c'est à la fois utile et c'est aussi parfois là qu'on fait les bonnes affaires, voire les meilleures affaires. Après, on est aussi vraiment dans le financement des entreprises, de l'innovation. Alors, il y aurait plein d'exemples. On est à Saint-Malo et on est ravis d'y être. Alors, 2 entreprises Malouine qu'on a justement financées avec d'autres acteurs. L'une, c'est Esprid, donc, qui fabrique des robots spécialisés dans la récolte des fruits fragiles, par exemple les tomates en grappe. Donc ça, c'est une réponse pour le secteur agricole et notamment par rapport à la pénurie de main-d'œuvre, qui a fait une belle levée de fonds avec le fonds Braise Up de la région Bretagne et puis un certain nombre de financeurs, dont le Crédit Mutuel de Bretagne. Et puis une autre, également Malouine, c'est Gaillago. Je ne sais pas s'ils sont ici. En tout cas, c'est une très belle entreprise qui est complètement dans la transition écologique là aussi, puisqu'il s'agit de faire de la revitalisation des sols sans produits chimiques et avec des produits naturels, ce qui est extrêmement prometteur. Donc on a mobilisé notre fonds qui s'appelle We Positive Invest, qui est en passe d'être complètement déployé. On va créer We Positive Invest 2, doté de 50 millions d'euros, et qui est ouvert aussi aux investisseurs bretons que ça intéresse. Ça, c'est l'innovation. Et puis après, tout aussi important que ça, c'est le développement des PME et des ETI bretonnes. Tous les secteurs sont concernés, finalement, il n'y a pas d'exclusivité. Non, alors un secteur qui est, j'ai parlé du charbon, alors des gens qui feraient du casino, ou ce genre de choses, peut-être moins, enfin on est à côté d'un beau casino, j'aurais peut-être pas dû dire ça. Mais en tout cas, on fait évidemment quelques choix, mais c'est des groupes dont les noms parlent à chacun, c'est NAF, c'est Le Gret, c'est Piriou, c'est d'autres encore, c'est Hermeta à Morlaix. Et donc, ça, c'est notre mission et notre raison d'être à leur côté. Donc, l'investissement, oui. Les financements, bien sûr. Et puis après, et c'est vraiment la manière dont on raisonne, c'est d'être dans les écosystèmes locaux. Et là-dessus, d'avoir des caisses locales avec des administrateurs un maillage élus et très, bénévoles. très fin. Mais le maillage, évidemment, parce que la banque qui arrive d'en haut et qui arrive dans un territoire en disant « Allez, montrez-moi vos plus belles histoires », ça ne marche pas forcément pour très longtemps. Et donc, la force du Crédit Mutuel de Bretagne et d'Arkea et d'autres belles banques mutualistes et coopératives, il y en a aussi d'autres. Je
pense qu'on a le maillage le plus serré, c'est justement d'être vraiment dans les écosystèmes locaux, d'être à l'écoute et puis de chercher, de trouver avec nos clients des solutions. On arrive presque déjà au terme de cet entretien. Pour le conclure, vous nous avez fait part de vos convictions, de votre vision stratégique. Sur une touche plus personnelle, est-ce qu'il y a un engagement particulier qui vous tient à cœur et que vous souhaitez mettre en œuvre justement dans la mission de président qui est la vôtre ? Dans la mission de président, mais dans la mission de tout notre groupe, oui, c'est la solidarité et l'inclusion. Je pense que tout le monde en parle. Nous, on le fait vraiment. Peut-être pour donner un chiffre, du financier pour exprimer de l'extra-financier. Quand on regarde justement le Crédit Mutuel de Bretagne, 20% de son résultat est consacré à des actions de solidarité. Donc ce n'est pas du profit, c'est quelque chose qui est distribué à la fois sous forme de dons, tout simplement, à des sociétaires, des particuliers, des associations, et puis beaucoup en termes de réduction de frais bancaires pour ce qu'on appelle les publics fragiles. Exactement. C'est un mot un peu technocratique, mais pour dire que ça peut concerner tout un chacun qui a un accident bancaire, des accidents de la vie, et où avant les frais s'accumulaient. Les pouvoirs publics nous y ont poussé, je dirais qu'ils ont eu raison, mais là, quand je calcule ces 20%, ça prend au-delà, bien au-delà, justement, de ce qu'est aujourd'hui la réglementation. Ça, on en est très fiers. Alors derrière, on ne fait pas de politique particulièrement, mais c'est quand même la conviction que pour un groupe coopératif, mutualiste comme le nôtre, on n'est pas un groupe, je dirais, élitiste, en disant il y a les clients à potentiel et les clients sans potentiel, il n'y a pas les premiers de cordée et puis le tout venant, il n'y a pas les boîtes d'élite et puis les autres. L'idée, c'est d'essayer quand même de laisser personne au bord du chemin, sans faire de bons sentiments non plus. C'est pas philanthropique, mais c'est quand même une espèce d'état d'esprit qui est là. Et au-delà, on est dans une région, et plus généralement dans un pays, la Bretagne tient mieux le coup que le pays, qui est, je trouve, en risque d'anomie. Alors l'anomie, un concept sociologique, un mot un peu savant, pour dire les liens de la société se distendent entre eux, y compris au sein des familles, de ce qu'étaient les communautés traditionnelles, l'emploi. On devient des espèces d'individus flottants et sans repère, et c'est porteur de risques pour la société, y compris de risques politiques, de risques de violence et de choses comme ça. Donc je pense que ce qui est très important pour une entreprise, et c'est justement d'aller contribuer à la solidarité, à l'inclusion. Alors, il y a 1000 exemples, il y a un exemple qui nous tient à cœur, qui s'appelle les cafés joyeux. Donc c'est des cafés solidaires et inclusifs dont les salariés sont des personnes handicapées, handicap mental, autisme, trisomie 21, c'est né à Rennes, et on va bientôt en ouvrir un à Brest. Mais il y a 1000 autres exemples. Donc vous me demandez une conviction personnelle, je crois que c'est la conviction de notre groupe, de nos élus et de toutes nos équipes. Merci beaucoup, Julien Carmona, pour avoir partagé ce moment avec nous, nous avoir fait mieux comprendre à la fois qui vous étiez et ce que vous aviez comme ambition pour le groupe Crédit Mutuel Arkea que vous présidez depuis maintenant quelques mois. Merci encore. C'est la fin de cette première journée. Voilà, vous avez raison. Merci beaucoup. Merci à vous. Voilà, c'est la fin de cette première journée. Nous vous retrouvons dès demain matin pour la suite du Forum économique breton avec de nouvelles plénières, de nouveaux grands plateaux, des labs, la FEB TV, bien entendu. Vous êtes presque chez vous ici, vous connaissez maintenant le mode d'emploi. Je vous souhaite une très bonne soirée, bon retour chez vous et à demain.